Alors, après le règlement du conflit que l'on a vu dans la vidéo précédente, avec notamment la préparation de ce règlement du conflit par des conférences comme Yalta en Crimée soviétique ou Potsdam en Allemagne, eh bien, nous allons voir en petit 2 la naissance d'une justice internationale, hein, notamment avec les documents pages 120-121. Alors, cette justice internationale, donc elle avait été prévue lors de la conférence de Potsdam, puisqu'il avait été prévu notamment le jugement des criminels. Et donc, cela va entraîner eh bien, la mise en œuvre du procès de Nuremberg, un procès de Nuremberg qui va avoir lieu entre novembre 1945 et octobre 1946. Nuremberg, évidemment, c'est pas une ville qui a été choisie au hasard, hein. Elle a été choisie pour plusieurs raisons. Déjà, bah, évidemment, pour sa valeur symbolique, hein, puisque c'était la ville où étaient organisés les congrès géants nazis, hein, avec ces grandes manifestations de masse de SS extrêmement bien rangées, avec ces défilés, avec tous les symboles du régime nazi, les croix gammées. C'est également la ville dans laquelle avaient été votées les lois antisémites de Nuremberg, hein, les lois contre les juifs en 1935, qui avaient commencé à exclure les juifs de la société allemande. Et c'est également une ville qui a finalement été relativement épargnée par les bombardements et le palais de justice est relativement épargné donc est également suffisamment grand pour accueillir eh bien, la presse qui allait venir en grand nombre, les accusés et toute l'organisation, les jurys, etc. Ce procès de Nuremberg, son organisation était prévue notamment en vertu des accords de Londres qui avaient été signés le 8 août 1945, hein. Donc il y avait des accords qui avaient été passés entre les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'URSS sous l'égide des Nations Unies qui avaient proclamé leur intention de traduire en justice les criminels de guerre. Euh, euh, et qui faisait suite à la déclaration publiée à Moscou le 30 octobre 1943 qui avait spécifié que les officiers, les soldats allemands et les membres du parti nazi qui sont responsables d'atrocités et de crimes seront renvoyés dans les pays où les forfaits abominables ont été perpétrés afin qu'ils puissent y être jugés et punis. Donc ce qui avait été annoncé en octobre 43 est confirmé le 8 août 45 et donc va se tenir ce procès de Nuremberg et donc, comme il est indiqué dans l'article 1er des accords de Londres, un tribunal militaire international va être établi pour juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise. Alors, le fait que ça soit un tribunal militaire international et qui siège donc des représentants français, américains, soviétiques et anglais, eh bien évidemment, ça interroge hein, sur le fait que ce soit une justice uniquement rendue par les vainqueurs, hein, peut-être qu'il y aurait pu avoir des accusés euh, allemands aussi, et pourquoi pas, puisqu'ils avaient été aussi victimes du nazi. Donc on peut se poser la question aussi du côté objectif du procès, puisque ce seront les vainqueurs qui vont juger les vaincus. Mais on va voir que ce procès va être organisé pour être justement le plus objectif possible. Je vous donnerai quelques exemples. Donc ce procès, il va faire également l'objet d'une volonté pédagogique sans précédent. Ça va être l'un des premiers procès, si ce n'est le premier procès filmé, hein. Donc une pièce spéciale va être construite, va être aménagée au sein du tribunal pour pouvoir filmer le procès, hein. Plusieurs caméras vont être installées pour que ce procès est un objet historique hein, dès l'origine. Donc on voulait faire de cet événement un objet historique qui pourrait être utilisé pour des générations et qui serve d'exemple pour des générations de ce que doit être la justice contre des criminels de guerre. Les accusés vont être confrontés à leurs crimes, notamment de très nombreuses victimes, des déportés, des opposants politiques, des survivants des camps vont venir témoigner hein, à la barre, donc pour raconter ce dont ils ont été victimes, pour montrer parfois même des signes qui montrent qu'ils ont été victimes, ça peut être des tatouages, ça peut être des cicatrices, etc. Pour la première fois également, vont être diffusés à l'audience des films qui vont montrer notamment les atrocités qui ont été commises, donc notamment lors de l'ouverture des camps. On va voir les charniers, les corps à moitié consumés.
Alors ces films vont être réalisés à partir d'images qui ont été produites par les Allemands eux-mêmes pendant la Seconde Guerre mondiale ou même avant, ce qui va, qui va contribuer aussi à montrer l'objectivité du procès. C'est que les réalisateurs du film vont se voir interdit le fait de réaliser un film à partir d'images, par exemple des actualités américaines qui montraient ce qui se passait en Allemagne. Non, il va falloir se servir d'images produites par les Allemands, produites par le Troisième Reich, et qui étaient illustrées par exemple comme de la propagande par le Troisième Reich pour montrer comment son régime rééduquait les gens, comment son régime avait commis certaines exactions, mais dans le but de défendre son idéologie raciale, raciste. Ces films sont réalisés par des images confisquées, retrouvées dans différents lieux où ces archives avaient été entreposées et vont être montrées donc à la face des accusés, qui va pas être sans provoquer des réactions, hein, notamment quand les accusés vont voir les images des camps de la mort, les charniers. On va voir que certains accusés vont détourner la tête, certains vont avoir des larmes, certains vont baisser le regard. Bref, aucun ne va rester totalement insensible, même si la plupart des accusés sont tous des monstres. Donc au total, dans ce tribunal, on a 21 accusés qui sont présents, plus 3 qui sont absents, mais qui vont être jugés par contumace. Alors parmi ces accusés présents, on a des accusés extrêmement célèbres, hein. On a Hermann Göring, l'ancien Premier ministre en quelque sorte du Reich, qui dirigeait la Luftwaffe, c'est-à-dire l'aviation allemande, qui était considéré pendant longtemps comme le numéro 2 du régime. On a des personnages comme Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, celui qui avait signé le pacte de non-agression, Ribbentrop avec son pendant soviétique Molotov. Vous avez des personnages comme Rudolf Höss, vous avez des personnages comme Sokol, le ministre du Travail, vous avez des personnages comme Hans Frank, qui était surnommé le boucher de Pologne, vous avez des personnages comme Keitel, le chef d'état-major allemand, comme Jodl, bref, vous avez toute la fine fleur nazie, même si évidemment bah, l'accusé numéro un, Hitler, n'a pas pu être jugé parce qu'il s'est suicidé, de même que Himmler, le chef de la SS, qui s'est suicidé, de même que Martin Bormann, le secrétaire de la chancellerie qui a disparu à la fin de la guerre. Donc un certain nombre de grands nazis ont échappé à ce procès. Mais en tout cas, là, on voulait juger des têtes et montrer à tous que la justice était rendue. Donc, pour que ce soit un procès équitable, eh bien, il faut que la défense puisse également exister. Donc, le droit à la défense est respecté, hein. Les accusés ont des avocats, même les pires des raclures, des fripouilles, des assassins ont le droit d'avoir un avocat. C'est le principe d'une justice équitable. Et les peines qui ont été finalement données ont été échelonnées, c'est-à-dire qu'en fonction des accusations et des crimes commis, eh bien, les peines ont été plus ou moins graves, hein. C'est-à-dire que certains ont même été acquittés parmi les 21 accusés, 12 ont été condamnés à mort, hein, par contre, et certains ont été condamnés à des peines de prison plus ou moins longues et ont fini par être libérés parfois plus d'une vingtaine d'années après. Donc ce procès, c'était pas seulement une simple vengeance, hein, le but, c'est vraiment d'une vertu pédagogique de ce procès et d'être le procès le plus équitable possible. Donc le chef d'accusation qui a été retenu, en fait, c'est le chef d'accusation de conspiration. C'est-à-dire de tout a été fait pour montrer que ce que les nazis ont fait, ça avait été prévu de longue date, que c'était l'objet d'un complot, en quelque sorte, d'une conspiration dans le but donc de réaliser ces crimes de masse et notamment le génocide. Et il suffit pour cela, ben, encore une fois, de s'appuyer sur Mein Kampf, sur les déclarations d'Hitler, sur un certain nombre de documents qui montrent que la solution finale a été préparée, par exemple, que la guerre a été souhaitée, qu'elle a été préparée pour montrer qu'effectivement c'était un complot. Alors il y aura le pendant au procès de Nuremberg pour juger les crimes japonais, ça va être le procès de Tokyo qui va avoir lieu de janvier 1945, de janvier 1946 à novembre 1948. Donc les considérations sont identiques hein, que le procès de Nuremberg, mais ce procès a un moindre écho, hein.
L'empereur Hirohito a été épargné, hein, car il était considéré comme un dieu vivant et surtout il était un symbole d'unité pour le peuple japonais. Et en gros, on a fait peser les exactions commises sur les généraux japonais, mais on a épargné l'empereur et l'empereur Hirohito est décédé fort tard, hein. Moi, quand j'étais au collège, j'avais toujours l'empereur Hirohito qui était au pouvoir au Japon. Il a vécu très vieux et il est mort peu avant l'an 2000, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y avait une volonté d'apaisement des États-Unis. Il n'y a pas eu de notion de crime contre l'humanité qui a été retenue, hein. Cette notion de crime contre l'humanité qui apparaît dans les chefs d'accusation à Nuremberg, c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Donc cette notion de crime contre l'humanité n'a pas été jugée au procès de Tokyo. Il n'y a rien eu sur l'unité 731. Vous savez, cette unité qui à Harbin en Chine avait fait des expériences scientifiques sur les prisonniers, pour la simple bonne raison que les États-Unis ont trouvé ces travaux plutôt intéressants et qu'ils les ont utilisés et récupérés eux-mêmes. Et surtout, le Japon, ces procès ont eu lieu un peu plus tard que le procès de Nuremberg, puisqu'ils étaient entre 46 et 48, et qu'on était dans un contexte de guerre froide naissante. Donc, bon, il fallait vite régler la question du Japon et passer à autre chose, et surtout commencer à essayer de faire basculer le Japon dans le camp des Américains face au camp des Soviétiques et de la guerre froide. Alors, je viens de me rendre compte que dans la partie sur le règlement du conflit, j'ai oublié d'évoquer avec vous la modification des frontières, hein. Donc, en Europe, comme vous le voyez sur ce document, certains pays ont eu des gains territoriaux. C'est le cas de l'URSS qui a récupéré une partie de la Finlande, toute l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, c'est-à-dire les pays baltes, la Biélorussie, ainsi que la Bessarabie, c'est-à-dire la Moldavie actuelle, ainsi qu'une partie de la Pologne, l'est de la Pologne donc qui est tombé aux mains des Soviétiques. La Pologne, elle, va glisser à l'ouest où elle va récupérer en fait des territoires sur l'Allemagne, au détriment de l'Allemagne. En Asie, eh bien, le Japon perd ses conquêtes et les territoires qui dominaient, notamment la Corée et Taïwan, et le Japon se voit occupé par les États-Unis. Ensuite, donc, comme je vous avais dit, hein, lors du procès, lors des procès de Nuremberg et des procès de Tokyo, hein, il va y avoir une volonté donc de punir les crimes de guerre allemands et japonais, notamment en raison de l'ampleur des massacres et du caractère spécifique de certains crimes, hein, notamment ben, ce qu'on appelle les génocides, hein, notamment le génocide commis contre les Juifs et les Tziganes. Et donc, à l'occasion du procès de Nuremberg, hein, ça va être la première fois que va être poursuivie la notion de crime contre l'humanité. Donc il y aura vraiment une volonté pédagogique qui sera donnée à ces procès, mais aussi une volonté de châtiment, hein. Il faut châtier eh bien, les personnes qui sont à l'origine de ces crimes. Et en tout cas, pour les criminels allemands, hein, puisqu'on a vu que les criminels japonais, hormis certains généraux, vont être plutôt préservés. Euh, et donc les Alliés vont régler le sort de la guerre à travers ces procès, du moins vont régler le sort des principaux criminels à travers ces procès, et ça sera donc la naissance de ce qu'on appelle la justice internationale, une justice internationale qui existe encore aujourd'hui via, par exemple, le tribunal international de La Haye. Donc vous avez sans doute entendu parler pour régler par exemple les questions des responsables du génocide au Rwanda ou les questions des personnes qui ont été responsables de massacres pendant les guerres en ex-Yougoslavie entre 1991 et 1995. Voilà, donc on en a fini pour aujourd'hui. Vous m'excuserez là, donc j'ai fait un petit impair, hein, donc j'ai dû faire un petit retour en arrière. Mais pour ce qui est du cours, on s'arrête hein, sur les procès donc d'après-guerre, que ce soit le procès donc de Nuremberg pour les crimes commis par les nazis et le procès de Tokyo pour les crimes commis par les Japonais. Mais comme vous venez de le voir concernant les crimes commis par les Japonais, eh bien, on est en train de basculer dans la guerre froide et bon, les Alliés vont estimer que ça y est, ils ont réglé le sort des principaux criminels
de l'Allemagne et des Japonais, et que dorénavant, la question prioritaire, ça va être de lutter contre les Soviétiques, et donc de faire en sorte que l'Allemagne et le Japon basculent dans le camp des Américains, et donc de remettre, on va dire, le couvercle sur les crimes de guerre commis par ces personnes.